Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition à distance du Nouvel Esprit Public, au cours de laquelle nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, avec Matthias Fekl, ancien ministre de l'Intérieur et conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine et avocat, avec Béatrice Gibelin, géopoliticienne, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l'Institut français de géopolitique, et avec Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons, au cours du mois d'avril, dépassé les 50 000 auditeurs par semaine, ce qui, par rapport à nos débuts, représente une augmentation, une multiplication par 6,2 du nombre de nos auditeurs. Parmi ceux-là, comme vous le savez, un bon nombre sont à l'étranger, répartis dans plus de 160 pays. Nous avons curieusement doublé, enfin peut-être pas curieusement, Richard Verlin ne doit pas y être pour rien, doublé notre auditoire en Suisse, mais aussi doublé notre auditoire au Japon. Nous avons un auditoire non négligeable au Bénin, presque 200 personnes, 160 à Taïwan et 1042 à Hong Kong, dont nous aurons à parler tout à l'heure. Et j'ai le plaisir de vous annoncer un nouveau pays dans lequel nous avons un auditeur, c'est le Vanuatu. Il semble que nous soyons voués durablement à ce mode d'enregistrement à distance, sans doute jusqu'à la rentrée de septembre. Beaucoup de facteurs rendent impossible l'utilisation de studios de petite dimension, comme celui où nous avions nos habitudes. Les facteurs individuels de risque sont nombreux parmi nous et nous ne pouvons qu'être sensibles à l'appel à prendre leurs responsabilités lancé aux baby-boomers par le géographe Laurent Davzy dans le 1 de la semaine dernière, dans un excellent entretien. Nous sommes justement partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro est intitulé « Le télétravail, c'est la santé ?» Vous avez entendu le point d'interrogation. Le romancier Philippe Claudel examine avec drôlerie les interférences entre vie professionnelle et vie familiale. La sociologue Danielle Linhart souligne les dissemblances entre le télétravail ordinaire et le télétravail à l'époque du confinement. L'économiste Thomas Coutreau discerne dans le télétravail de possibles nouvelles formes d'émancipation. La philosophe Manon Garcia rappelle que l'immense majorité des métiers de service qui ne peuvent pas être exercés à distance sont des métiers exercés par des femmes et souligne que le télétravail renforce la division genrée du travail et qu'il représente souvent pour les femmes un retour en arrière. Sous l'onglet « Qui t'a fait toi » de notre site, vous pouvez trouver 2 entretiens avec l'historienne Michèle Perrault qui ont déjà retenu tout votre intérêt. Sous l'onglet « Les Badas », outre un récent entretien avec François Bujon de l'Étang, ici présent, sur les tenants et les aboutissants de la situation aux États-Unis, un entretien depuis mercredi dernier avec Georges Prévelakis, géopoliticien et ambassadeur auprès de l'OCDE, sur la situation en Grèce, celle du pays et celle des réfugiés venus de Turquie. Après la Russie, le Japon et le Royaume-Uni et les États-Unis, nous poursuivrons cette série sur la pandémie vue d'ailleurs. Mais pour l'heure, nous allons nous intéresser à ce tabou fêlé après la rencontre entre la chancelière allemande et le président français qui ont proposé que la Commission européenne emprunte 500 milliards d'euros sur les marchés. Ces fonds abonderaient le budget européen et seraient distribués aux États, régions et secteurs selon la gravité des dommages occasionnés par la pandémie. Cet emprunt serait remboursé non pas individuellement par les États, mais par l'Union européenne. Il reste toutefois à préciser les critères d'attribution comme ceux de remboursement. Emmanuel Macron a insisté, il s'agirait de transferts aux États puisque, a-t-il dit, les clés de répartition pour le remboursement ne seront pas nationales. Infranchissable jusqu'ici, le tabou de la mutualisation de la dette serait ainsi ébranlé. Nous devons agir en Européens pour que l'Europe sorte renforcée par cette crise, a avancé Angela Merkel, pour justifier le glissement de la position allemande. Cette initiative représente pour l'Allemagne la matérialisation de la fin de 2 tabous qui ont longtemps empêché une plus forte intégration économique européenne, une mutualisation des dettes et une hausse considérable des transferts, c'est-à-dire de la redistribution entre les 27, puisque 500 milliards d'euros représentent 3,5 fois l'actuel budget annuel européen.
C'est loin des 1000 à 1500 milliards espérés par Paris, mais c'est déjà plus que le plan Marshall américain de l'après-guerre. Désormais, la chancelière est d'accord pour que l'emprunt vienne abonder le budget communautaire et soit remboursé au niveau de l'Union européenne et non pas en fonction de ce que les uns et les autres auront touché. Cependant, a reconnu Emmanuel Macron, un accord entre la France et l'Allemagne ne veut pas dire un accord à 27, mais il n'y a pas d'accord à 27, a-t-il poursuivi, sans accord franco-allemand. Rien n'est encore joué puisque le camp dit des frugaux, qui réunit les Pays-Bas, l'Autriche et les pays scandinaves, refuse encore le principe d'un mécanisme de subvention et souhaite que l'argent soit remboursé par ceux qui en auront bénéficié. Le ton est très différent à Rome et à Madrid, où quelques critiques étaient seulement entendues aux extrêmes de l'échiquier politique, et le Premier ministre portugais, Antonio Costa, a salué mardi le plan franco-allemand. Mandatée par les États membres pour proposer un plan de relance, la Commission européenne doit s'exécuter le 27 mai prochain. Sur cette question, Marc-Olivier Pattis. Oui, ce qui justifie de parler dès maintenant de cette initiative franco-allemande qui doit encore être confirmée lors d'un sommet européen et confirmée par l'ensemble des partenaires européens, c'est que c'est un mouvement tout de même extrêmement important, comme vous l'avez dit Philippe dans votre présentation. Important pas seulement parce que il ne s'agit pas seulement de trouver de l'argent pour faire face à l'urgence économique liée à la récession due à l'épidémie, même si ce sont des sommes conséquentes. Ce n'est pas simplement l'idée qu'on a été chercher de l'argent, qu'on va emprunter de l'argent pour répondre à une crise économique qui s'annonce difficile. C'est que la manière dont on mobilise cet argent, effectivement, touche des tabous ou un blocage, en tout cas, qui apparaissait en Europe, et en particulier un désaccord entre la France et l'Allemagne sur la manière de gérer la zone euro. Donc, c'est une décision, le fait que l'Union puisse emprunter, c'est une décision qui a une portée plus large que simplement un mode de financement. A une portée plus large parce qu'elle consolide l'idée que l'euro va simplement fonctionner grâce à la discipline de chaque pays. C'était la doctrine qui prévalait jusqu'à présent, en particulier défendue par l'Allemagne, c'est-à-dire chacun doit tenir ses finances en ordre, ce qui garantit la bonne tenue de la monnaie, et il n'y aurait pas besoin de ce fait de transfert si chacun fait son travail de son côté. Et le problème, je rappelle d'un mot, c'est que dans l'économie européenne, il n'y a pas eu de convergence des économies, et l'Allemagne le sait très bien, puisque en tant que pays très fortement exportateur, elle est en excédent commercial par rapport au reste de la zone euro, et donc elle participe elle-même de ce déséquilibre général de la zone. Et donc comment rééquilibrer cette zone autrement que par des transferts, c'était la question qui était posée à l'Allemagne et qui ne recevait pas de réponse jusqu'à présent. Donc, c'est un mouvement politique important et doctrinal important qu'a fait Angela Merkel. Et sans doute parce que, contrairement à la crise financière précédente, ici on voit bien qu'on ne peut pas reprocher aux pays du Sud en fait leur indiscipline, puisque tout le monde est touché, pas tout le monde n'est pas touché de la même manière par l'épidémie, mais en tout cas ce n'est pas strictement corrélé à des efforts ou à des manques de discipline. Par exemple, la Grèce a très bien géré la crise du coronavirus, et pourtant elle sera dans des difficultés économiques énormes parce qu'elle va subir un recul de sa saison touristique qui est un tiers de ses revenus en principe de l'année. Et donc on voit bien que là, si on ne vient pas à l'aide de la Grèce, elle sera en très grande difficulté. Alors la Commission a joué un rôle assez intéressant dans cette construction, cette proposition franco-allemande, puisque c'est elle qui a montré qu'il était possible de faire un emprunt dans le cadre du budget européen. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que la Commission doit faire des propositions pour utiliser cet argent de façon cohérente avec les objectifs qu'a annoncé Madame von der Leyen, donc objectifs en particulier du Green Deal, c'est-à-dire transition vers une économie plus compétitive, mais aussi plus écologique.
Et aussi, c'est important parce que c'est le Parlement européen qui contrôle le budget. Et donc, le Parlement va avoir un rôle qui est là, qui est important. C'est aussi important que ce soit dans le budget européen parce que effectivement, on sort de l'idée du juste retour, c'est-à-dire qui prévalait jusqu'à présent beaucoup dans les décisions européennes, où chaque pays était d'accord pour cotiser un peu, mais à condition d'être sûr de récupérer. Et même dans l'action de la BCE, il y avait des clés de répartition contraignantes qui fait que la BCE ne peut pas prêter davantage, de façon disproportionnée, plus à un État qu'à un autre, et donc ça limitait par exemple son aide apportée à l'Italie. Donc c'est une évolution très importante qui s'accompagne d'autres mouvements. Par exemple, Angela Merkel, lors de la conférence de presse de lundi, a parlé de l'idée qu'il fallait maintenant défendre des champions européens, une expression tout à fait surprenante venant de l'Allemagne, une expression qui faisait sursauter jusqu'à présent la commissaire à la concurrence et qui semblait plutôt relever d'une lubie du colbertisme français et qui s'inscrit là dans un nouveau regard sur l'économie internationalisée à l'issue de cette crise. Alors évidemment, je finirai là-dessus, il y a des incertitudes, tout ça, on est juste de l'ordre de la proposition. Il y a ces 4 pays dits frugaux, qui présentent un peu des réticences. On voit bien que le Premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte, veut jouer un rôle au niveau européen et ne veut probablement pas se marginaliser par rapport à l'Allemagne et à la France. L'Autriche pourra probablement aussi a été prise de court probablement par l'évolution de la position allemande. Reste le Danemark et la Suède qui seront plus difficiles à convaincre, et peut-être des pays comme la Hongrie et la Pologne qui ont en même temps beaucoup à gagner à une augmentation du budget européen. Reste une incertitude importante, je finirai là-dessus, c'est le fait qu'on a dit que ce sont les secteurs et les régions qui ont le plus souffert qui devront bénéficier des aides européennes, enfin des transferts européens. Mais qu'est-ce que ça veut dire les dommages, selon quels critères? Est-ce que ce sont des dommages sanitaires? Est-ce que ce sont des dommages économiques? Fondés sur quels chiffres? Sur quelles statistiques? Tout ça n'est pas unifié aujourd'hui. On voit bien, par exemple, qu'on n'a pas de statistiques unifiées permettant de décrire les situations sanitaires par rapport au coronavirus dans les différents pays européens. Donc, il y a des questions encore ouvertes, mais en tout cas, un mouvement, surtout de la part de la chancelière allemande. Matthias Fickel. Je crois qu'il faut saluer une étape très importante, d'abord de l'histoire franco-allemande et ensuite de l'histoire européenne. Alors, l'Union européenne est née de la crise, et même pire qu'une crise, elle est née d'une réponse à la barbarie absolue du siècle passé. Elle avance souvent dans les crises, et la crise du coronavirus est évidemment une crise majeure. Elle pousse l'Allemagne à évoluer sur un certain nombre de fondamentaux, et je crois qu'il faut vraiment bien saisir à quel point ces évolutions sont fondamentales par rapport aux dogmes qui étaient en vigueur outre-Rhin il y a quelques mois encore, et plus profondément par rapport à l'histoire du pays. Pourquoi l'Allemagne s'est toujours refusée à aller vers plus d'intégration? Pourquoi a-t-elle toujours été extrêmement réticente, notamment sur la question de la mutualisation de dettes? C'est bien sûr pour des raisons d'intérêt et pour parfois un refus un peu trop bruyamment affirmé de payer pour les autres, mais c'est aussi parce que dans l'histoire allemande, les années 1920 sont à la fois tragiques et fondamentales, que dans ce moment-là de crise économique, d'hyperinflation, d'appauvrissement, se sont joués aussi la montée vers le nazisme. Évidemment, il n'y a pas de cause unique. On ne peut pas réduire l'arrivée d'Hitler au pouvoir à la crise économique, mais elle en est un facteur explicatif très important. Et donc, tout cela est dans la mémoire collective allemande quelque chose d'extrêmement profond. C'est aussi par rapport à tout cela aujourd'hui que les choses bougent,
Et évidemment, il faut le saluer parce que c'est une étape forte de l'intégration européenne. Elle est d'ailleurs perçue, je crois, beaucoup plus profondément en Allemagne qu'en France. Moi, j'étais très frappé de voir que, notamment dans les grands journaux télévisés, cette information-là, cette avancée majeure, est quand même passée assez rapidement. En Allemagne, elle a fait l'ouverture de tous les 20 heures et elle fait la une, je pense, d'à peu près tous les quotidiens. Preuve d'ailleurs des débats qu'elle suscite. Alors, ça répond à plusieurs points fondamentaux. Le premier, c'est qu'on sait très bien, depuis la mise en place de l'euro, que la viabilité de l'union monétaire est compliquée du fait du caractère très limité des transferts budgétaires au sein de la zone euro, de la faiblesse du budget européen par rapport au PIB européen dans son ensemble. Il y a là une amorce d'intégration budgétaire croissante et elle doit être suivie aussi, me semble-t-il, d'une intégration politique croissante. Marc-Olivier a rappelé à tout à fait juste titre à quel point le rôle du Parlement en la matière était extrêmement important. Je veux ajouter 2 derniers points. Pourquoi la chancelière bouge-t-elle maintenant ? Il me semble qu'il y a 2 raisons. L'une, personnelle sans doute, c'est la trace qu'elle souhaite elle-même laisser dans l'histoire comme bâtisseuse européenne et comme l'une des contributrices fortes à l'avenir de cette union politique tout à fait unique dans l'histoire. Une deuxième raison, c'est que je pense que les décideurs publics et privés allemands ont pris conscience du caractère maintenant extrêmement fragile de la construction européenne et même de son arrêt possible. Parce qu'on en a parlé dans un des derniers épisodes du Nouvel Esprit Public, les débuts étaient absolument pathétiques pour l'Union européenne. C'est-à-dire la réaction insuffisante à la détresse italienne, l'égoïsme affiché par beaucoup de pays, plus d'ailleurs par les Pays-Bas que par l'Allemagne. Ce sont des choses fatales dans un moment où l'essentiel est en jeu, la vie et la mort. Un projet politique qui proclame en permanence la solidarité comme l'un de ses objectifs doit répondre présent. Et c'est ce que fait maintenant l'Union européenne, grâce à la France et à l'Allemagne dans un premier temps, mais c'est une initiative ouverte qui est proposée aux autres. Moi, je souhaite évidemment que France et Allemagne là-dessus puissent convaincre, car l'Europe avance lorsque ces 2 pays sont d'accord sur l'essentiel et font des propositions fortes, innovantes, majeures, les ouvrent ensuite à leurs partenaires européens, mais font avancer la formidable utopie qui constitue le projet européen. J'espère et je crois que ce sera le cas cette fois-ci. Béatrice Gibelin. Beaucoup de choses ont été dites et que je partage totalement, bien sûr. Il y a quelques esprits chagrins qui commencent à dire ah oui, mais évidemment, c'est une proposition franco-allemande qui ne tient pas compte des autres, cette façon de dominer, et puis ça va encore être au service de l'Allemagne. Je crois qu'il faut dépasser tout cela et venir véritablement sur cette avancée symbolique. Ces 500 milliards, effectivement, c'est une somme qui est loin d'être négligeable, mais quand la France se proposait 1000 ou 1500 milliards, on peut penser que c'est pas si important que ça. Or, c'est très important sur l'idée de la mutualisation possible des dettes. Je crois que c'est une avancée, elle n'est peut-être pas historique, mais c'est un point très important. Et je ne crois pas que les pays frugaux ou les radins, si on est un peu méchant, vont pouvoir véritablement s'y opposer. D'une part parce que ce sont des pays qui sont dans des coalitions et qu'une partie des membres de leur coalition sont favorables à cette mutualisation et à cette avancée. Je pense aux Verts, par exemple, qui sont dans une coalition avec l'Autriche et qui, eux, ont d'entrée de jeu dit que c'était une très bonne solution. Je pense aussi aux Pays-Bas où on a un parti qui est centriste pro-européen qui a fait entendre à Mark Rutte que, ma foi, il soutiendrait et qu'autrement la coalition serait fragilisée. En Suède, on ne montre pas non plus une hostilité si forte et si grande. Je vois mal le Danemark résister. Donc ce n'est pas encore fait, c'est vrai, mais de toute façon, l'association et l'entente franco-allemande est une condition nécessaire. Si elle n'est pas suffisante, en tout cas, elle est indispensable à ce que les choses puissent avancer.
Donc, je pense que on a encore à discuter tout le budget parce que c'était une affaire compliquée. On l'a un peu oublié avec le coronavirus, mais les tensions étaient fortes. Non seulement entre les pays du Nord et les pays du Sud, mais entre les pays de l'Est et les pays de l'Ouest. Il est évident que les pays de l'Est peuvent craindre que tous les avantages qu'ils avaient, tous les fonds qu'ils recevaient au titre du rattrapage, d'une certaine façon, économique, pourraient peut-être leur faire défaut. Il faudra les rassurer là-dessus. Les négociations doivent évidemment certainement avoir déjà commencé et c'est effectivement quelque chose de tout à fait important. Et une fois encore, c'est au moment où on se dit que l'Europe est très fragile et qu'au fond, peut-être que l'Italie pourrait quitter l'Europe, je dois dire que je n'y ai jamais cru un instant, mais que l'Europe pourrait éclater, qu'il y a cet effort qui est fait. Je pense aussi que la décision par la Cour suprême allemande de Karlsruhe qui a dit on peut pas continuer à utiliser simplement la BCE qui vraiment dépasse complètement son mandat et ça ce n'est pas normal a permis je crois à Madame Merkel de dire puisqu'on peut pas jouer avec la monnaie, il va bien falloir qu'on trouve une autre solution parce qu'il ne faut pas oublier que même si l'Allemagne met énormément d'argent, beaucoup plus que la France dans sa relance économique. Néanmoins, son industrie automobile, qui est fondamentale chez elle, avait pris un certain retard dans le champ de l'électrique, par exemple, et qu'elle va devoir subventionner très fortement cette industrie. Je veux dire que l'Allemagne, oui, elle exporte beaucoup, mais elle exporte beaucoup en Europe. Et si les autres pays européens vont mal, elle exportera moins, et c'est elle aussi qui ira mal. Donc, je crois que à la fois les chefs d'entreprise allemands, un certain nombre de responsables économiques ont parfaitement compris que l'Europe était pour eux indispensable à la bonne santé économique du pays. Alors, François Bujon-Letton. Alors, Philippe, l'essentiel a été dit, bien entendu, dans leur sagesse par nos trois amis. Et je voudrais simplement revenir sur un ou deux points qui me paraissent très importants. Le premier, c'est que je ne peux que souligner moi aussi l'importance de ce revirement dans la position allemande parce que je crois qu'il est extrêmement important sur le plan des principes. Voilà que les Allemands, d'un seul coup, acceptent le principe limité, encore bien entendu, à un fond de relance, mais limité, mais acceptent le principe d'un endettement commun. Et voilà également la fin du juste retour. Je pense qu'un certain nombre de ces grands défenseurs, comme M. Hallstein en son temps ou Mme Thatcher, doivent se retourner dans leurs tombes respectives à l'idée que ce tabou est enfin abandonné. C'est très important, en effet. Alors, c'est à mettre largement au crédit d'Angela Merkel, et je le dis d'autant plus volontiers que j'ai fait partie de ceux qui la critiquaient beaucoup tous ces derniers temps, en trouvant que sa position, finalement, de tous les chanceliers de la République fédérale qui se sont succédés, était une des moins européennes qu'il y ait eu. Elle n'a jamais pris, au fond, d'initiative européenne, se contentant dans l'ensemble de gérer, je dirais, l'Union européenne, plutôt que de la faire avancer aux grandes dames de notre président de la République qui prêchait souvent dans le vide. Elle vient de changer, et elle vient de changer d'une façon qui peut se révéler décisive si les 27 se mettent d'accord au Conseil européen du 18 juin. C'est intéressant que ce soit à son crépuscule politique, après 14 années de 14 années de chancellerie, qu'elle vienne à faire ce virage. Je crois que Matthias Fekl a bien dit qu'elle souhaitait évidemment imprimer sa marque dans l'histoire, c'est certainement une des raisons principales. Je pense aussi qu'elle a bien mesuré et que les dirigeants allemands mesurent bien la gravité de la situation et l'injustice au fond d'une épidémie qui a frappé les uns plus que les autres. Mais je crois qu'il faut, avec Béatrice, souligner l'importance de l'arrêt de la Cour de Karlsruhe, parce que cet arrêt, finalement, a mis le doigt sur le fait qu'on ne pouvait pas se contenter d'intervenir dans des crises comme celle-là par le biais de la Banque centrale européenne, par le biais monétaire, au fond. Et c'est parce qu'elle a bien compris que Mme Merkel ajoute à cette dimension monétaire une dimension budgétaire, ce qui lui permet de rencontrer ainsi le souci d'Emmanuel Macron, qui depuis longtemps voulait faire avancer le problème du budget européen. Donc nous avons cette fois-ci une équation
qu'il y a une convergence entre le monétaire et le budgétaire qui sont le produit d'une volonté politique. Et ça, c'est Madame Merkel qu'il faut remercier, en même temps que la cour de Karlsruhe, qui effectivement n'avait sans doute pas pensé à ça. Ceci étant dit, vous l'avez tous dit, ce n'est pas encore gagné, il va y avoir des tractations difficiles, les frugaux, comme on les appelle, je n'aime pas du tout ce terme, je les appellerais plutôt les frondeurs radins, en pensant notamment aux Néerlandais, dont c'est une des caractéristiques principales, vont tout faire pour essayer de diminuer la portée de cette avancée et de faire plus, je pense que ce sera la volonté du chancelier Kurz notamment, une plus grande part aux prêts plutôt qu'aux subventions. Mais il y a quand même quelque chose de fondamental qui a bougé, c'est l'incarnation du principe de solidarité qui, jusqu'à présent, ne s'était pas beaucoup manifesté dans les crises précédentes. Je voudrais ajouter une dernière chose, c'est que tout le monde connaît bien sûr l'importance fondamentale du moteur franco-allemand dans cette affaire, mais on a beaucoup dit et on a beaucoup constaté au cours de ces derniers mois que l'Europe se fragmentait. Il y avait vraiment une Europe du Nord, une Europe hanséatique qui était tout à fait focalisée sur l'orthodoxie monétaire dans la zone euro. Il y avait le Sud, les pays du Sud, que la France a rejoint du fait de la crise du coronavirus. Et puis, il y a les pays de l'Est qui, bien entendu, ont leurs autres préoccupations. Or, le moteur franco-allemand est au cœur du système. Parce que non seulement ce que dit Macron est parfaitement vrai, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas, mais s'il ne marche pas, rien ne peut se faire au sein de l'Europe, mais le lien finalement entre un sud et un nord de l'Europe qui risquait de se casser, de divorcer, c'est la France, qui est vraiment la France avec l'Allemagne, avec le moteur franco-allemand. Et le lien entre l'Europe, je dirais, de l'Ouest et l'Europe de l'Est, c'est l'Allemagne. Et je trouve d'ailleurs très significatif que dès cette semaine, Mme Merkel a commencé à parler avec les pays du triangle de Visegrad. Donc le moteur franco-allemand, il a une importance non seulement mécanique, que l'on constate à chaque crise, mais il a une cohérence, je dirais, géographique, pour montrer qu'il est bien le nœud de la construction européenne. Béatrice Gibelin. Oui, moi je me pose toutefois une question. C'est donc l'Union européenne qui va accorder les subventions en fonction d'un certain nombre de critères, celui de la santé pour répondre à la situation créée par le coronavirus, bien sûr, mais aussi pour la relance économique. Donc je pense que les États vont proposer des projets selon ces critères et c'est le Parlement qui va sans doute les attribuer. C'est quand même aussi un changement énorme parce que d'une certaine façon, si ça se prolongeait, ça donnerait un pouvoir à l'Union européenne et au Parlement qui dépasserait celui des États. Ils pourraient accorder ou ne pas accorder des investissements importants. Et est-ce que là, on va pas vers j'allais dire un éloignement de ce qui a toujours été défendu par une grande majorité, en tout cas par tous ceux qui ne sont pas des fédéralistes de l'Union européenne, dans la mesure où le contrôle démocratique des parlements de chaque État sera un peu dépossédé. Ou est-ce que je me trompe si je présente les choses comme ça ? Qui a une idée sur cette question ? Marc-Olivier, tu n'aurais pas une idée ? Oui, je peux dire un mot là-dessus. C'est-à-dire, effectivement, il y a déjà eu des discussions, ce qu'on connaît des échanges entre la France et l'Allemagne sur des garde-fous tout de même de l'utilisation de cet argent. Par exemple, la France a tendance à considérer que on pourrait intervenir directement en faisant des prises de participation dans des entreprises en difficulté, par exemple, pour soutenir certains secteurs, ce que l'Allemagne aime beaucoup moins comme idée parce qu'elle craint l'idée que la bureaucratie bruxelloise choisisse des projets industriels. C'est pas du tout le genre de dispositif auquel les Allemands sont disposés à croire. Donc il y a un peu des oppositions comme ça, et je crois aussi que les choses vont être cadrées tout de même par le fait qu'il faut que tout ça soit cohérent avec le Green Deal, le European Green Deal, le projet en fait porté par Madame von der Leyen, et c'est pour ça qu'elle doit présenter d'ici la fin du mois
en fait la manière dont elle va orchestrer tout ça. Et je pense que on aura la réponse à la question de Béatrice dans la proposition de Madame von der Leyen. Je vous remercie. Je vous propose que nous nous intéressions maintenant à la Chine et aux différents soucis que l'actualité a pu lui donner. D'abord parce qu'elle n'a pas pu éviter que l'Assemblée annuelle de l'Organisation mondiale de la santé ne débatte de la place à rendre à Taïwan dans l'organisation, ni que cette OMS ne lance une enquête indépendante sur la gestion par l'agence de l'ONU de la crise du Covid-19. Face aux critiques internationales sur le manque de transparence dont son pays a fait preuve, le président chinois a parlé de l'avenir, en promettant notamment de partager un éventuel vaccin avec le reste du monde et de consacrer sur 2 ans 2 milliards de dollars à la lutte contre le coronavirus, en particulier dans les pays en voie de développement. Les États-Unis ont dénoncé un artifice de communication et souligné la responsabilité particulière de la Chine. Fortement invités par les États-Unis, la plupart des pays européens et une quinzaine d'autres nations à réintégrer Taïwan comme observateur contre l'avis de Pékin, le directeur général de l'OMS a botté en touche et renvoyé la question à une prochaine session. Taïwan est un souci pour la Chine, non seulement à l'OMS, mais également en tant que modèle. La pandémie a en effet donné à Taïwan une occasion unique de briller sur la scène internationale, aux grandes dames de Pékin. Les habitants de l'île attribuent leur victoire sur la pandémie à ce qui fait leur force, la transparence, la liberté de la presse, la mise à distance de la Chine. Les médias internationaux plébiscitent le modèle taïwanais et critiquent le chinois. Ulcéré par l'aura qui entoure actuellement Taïwan, Pékin a accentué sa pression sur l'ancienne Formose. Ses manœuvres militaires à proximité de l'île, dont la fréquence a augmenté depuis l'élection de la nouvelle présidente en janvier, ont continué ces derniers mois. Le signal envoyé à Taïwan comme aux États-Unis qui la soutiennent est clair. Ne profitez pas de l'épidémie pour avancer vers l'indépendance, analyse Carrie Templeman, consultant pour l'Institut Hoover de l'Université Stanford. Le sommet de l'OMS s'est déroulé sur fond de poursuite de la pandémie en Chine. Pékin s'inquiète de nouveaux foyers de contamination concentrés depuis le début du mois dans la région du nord-est proche de la Russie, où les 600 000 habitants de la ville de Shulan sont en confinement strict chez eux depuis le début de la semaine. La Chine doit se battre sur un troisième front, celui de Hong Kong, toujours en rébellion contre Pékin, et Pékin qui entend rendre effectives des dispositions interdisant, je cite, la trahison, la sécession, la sédition et la subversion dans le territoire semi-autonome. D'ores et déjà, des rappels à des rassemblements contre ce projet ont commencé à émerger sur les réseaux sociaux à Hong Kong. Sur cette question, Béatrice Gibelin. La Chine, en effet, en particulier Xi Jinping, parce que soyons sérieux, quand on dit la Chine, on dit son dirigeant Xi Jinping, qui était, en situation de toute puissance, avec cette affaire du coronavirus et la gestion qu'il en a eue, se trouve aujourd'hui à devoir, en tout cas, améliorer et soigner son image, ce qui explique qu'à l'OMS, il ait fait cette déclaration comme quoi le vaccin serait mis évidemment à la disposition de tout à chacun dans le monde et annonçant ce programme de 2 milliards pour aider les pays les plus pauvres. La situation, effectivement, pour la Chine, j'ajouterais qu'il y a une épine supplémentaire à l'OMS, à Taïwan et à Hong Kong, c'est la méfiance qu'il y a désormais vis-à-vis des pratiques de la Chine. Xi Jinping exerce de nouveau une gestion dictatoriale de son pays et de ce fait une réelle inquiétude a surgi dans beaucoup des pays occidentaux, pas seulement sur les histoires commerciales de forte tension entre la Chine et les États-Unis, mais même l'Europe. En Europe, on était toujours très prudent vis-à-vis de la Chine, et on l'est encore, parce que c'est un partenaire extrêmement important. Néanmoins, on peut, par exemple, comme la présidente de la Commission, dire on a fait preuve de naïveté vis-à-vis de la Chine. On n'aurait jamais dit quelque chose comme ça il y a encore un ou 2 ans. Donc, la situation, je pense, pour la Chine aujourd'hui, doit nécessairement
si elle veut continuer sa montée en puissance, faire attention à ces épines qu'elle rencontre. Or, l'affaire de Hong Kong, dont elle profite en ce moment du fait qu'on soit un peu éloigné des manifestations de Hong Kong qui n'ont pas pu avoir lieu à cause du coronavirus, elle est en train de remettre véritablement, ou de continuer à remettre son pouvoir sur ce territoire de 4 millions d'habitants. Et ceci entraîne du côté de Taïwan, depuis le mouvement des parapluies qui a eu en 2014 et puis les grands mouvements qu'il y a eu depuis le printemps 2019, Taïwan, qui s'est toujours méfié et de plus en plus de la Chine, s'en méfie considérablement. J'ai été frappée par un sondage, je ne m'attendais quand même pas à ce que ce soit ça. Il n'y a chez les Taïwanais que 2,7% de Taïwanais qui se disent d'abord chinois. 25% se disent les deux et tous les autres se disent exclusivement taïwanais. Et la langue parlée à Taïwan, bien sûr c'est du chinois mais c'est pas exactement le mandarin, est affirmée comme étant la langue d'une nation. Je pense que c'est quelque chose de tout à fait important. Et le succès avec lequel effectivement la présidente, qui vient d'être élue brillamment avec un soutien là dans les sondages de 73% de la population, alors qu'il y a quelques années, on ne donnait pas cher de sa réélection, prouve bien qu'il y a une prise, j'allais dire, de conscience d'appartenir à une nation qui est Taïwan et que la réunification, telle que la souhaite Xi Jinping, si elle se faisait, je crois, se ferait par la force. En janvier, si je ne me trompe pas, les Chinois ont fait beaucoup d'incursions dans l'espace aérien et dans l'espace maritime taïwanais pour montrer leur force. Il est bien évident que quand on compare effectivement les forces de la Chine et les forces de Taïwan, c'est vraiment d'un déséquilibre et d'une asymétrie très préoccupante et que seuls les États-Unis peuvent assurer à Taïwan une défense. Donc cette situation géopolitique entre Taïwan et la Chine est une situation préoccupante. Beaucoup de Taïwanais ont investi en Chine, beaucoup de Taïwanais travaillent en Chine, un certain nombre d'entre eux d'ailleurs sont rentrés à l'occasion du coronavirus. C'est une situation qui doit nous préoccuper incontestablement. On compte. François Bujon de l'Étang. Alors, j'aurais beaucoup de choses à dire sur ce sujet, nous n'avons pas le temps de tout voir, mais je dirais simplement qu'il faut garder à l'esprit le fait que pour la Chine, nous en avons parlé dans une précédente émission du Nouvel Esprit Public, mais le bilan de la crise du Covid est pour le moins mitigé. D'un côté, la Chine a cherché à crier victoire, et elle continue de le faire d'ailleurs, et à proclamer le succès du confinement qu'elle a imposé à la zone de Wuhan, avec des méthodes d'ailleurs parfaitement totalitaires, et elle continue à proclamer la victoire, puisque au Parlement chinois, qui vient enfin de se réunir et qui est en cours de réunion d'ailleurs en ce moment à Pékin, M. Xi Jinping a célébré la grande victoire populaire contre le virus. Mais l'image de la Chine dans le monde a quand même pas mal souffert dans cette affaire. Le manque d'opacité, les chiffres manifestement faux qui ont été publiés, le fait que les autorités chinoises aient mis très longtemps à agir et aient retardé du coup la prise de mesures défensives par le reste du monde pendant un bon mois, au moins tout le mois de janvier. Tout ceci fait que la Chine, d'une façon générale, qui en outre a été un petit peu trop stridente et un petit peu trop provocatrice au cours de ces dernières semaines, a perdu quand même pas mal de plumes dans cette affaire. C'est une première remarque. La seconde, c'est que les trois banderilles qui sont plantées dans le garrot du taureau chinois sont quand même de nature très, très, très différente. La première, c'est l'OMS. Pourquoi l'OMS? Mais parce que l'OMS a démontré dans cette crise qu'elle était vraiment le porte-voix de Pékin, et que c'est Pékin qui a complètement dicté le rythme des prises de position de l'OMS, d'abord sur la proclamation d'un état d'urgence sanitaire, ensuite sur la déclaration de pandémie. Tout ça s'est fait très tard et uniquement sur des feux verts de Pékin quand le calendrier arrangeait Pékin, et on a bien vu que le directeur général éthiopien, M. Ghebreyesus, de cette organisation était véritablement une marionnette de Pékin, pour reprendre les paroles du secrétaire d'État américain Mike Pompeo.
Pompeo. Alors, cela étant posé, deux choses sont évidentes sur l'OMS. La première, c'est que les Américains sont dans une contradiction complète, parce que d'un côté, ils menacent de retirer leur contribution, de geler leur contribution à l'OMS, mais c'est parce qu'ils se retirent comme cela des institutions de la famille des Nations Unies qu'ils laissent le champ libre à la Chine pour s'y installer et les subvertir de plus en plus. Il n'y a pas que l'OMS qui soit sous influence chinoise. Tout le monde dira que c'est la même chose pour la FAO et à l'intérieur de l'appareil des Nations Unies lui-même, on voit la Chine prendre un rôle de plus en plus fort. Ça, c'est une première remarque sur l'OMS. La seconde, c'est évidemment que cette Assemblée générale qui était lourde de tous les dangers pour la Chine s'est passée plutôt bien pour elle finalement. La Chine a réussi à éviter que l'on mette aux voix ou que l'on propose une commission d'enquête internationale et indépendante sur les origines de la pandémie. Ça, elle voulait l'éviter à tout prix. Elle a réussi à l'éviter et on va créer une commission d'enquête internationale qui portera sur la réponse de la communauté internationale à la crise, ce qui n'est pas du tout la même chose et ce qui gêne beaucoup, beaucoup moins la Chine. Quant à Taïwan, vous l'avez dit, elle a réussi à obtenir que le problème de la présence de Taïwan comme observateur soit repoussé à des calendes dont j'hésite à dire grec, mais elle a obtenu qu'on n'en discute pas tout de suite et ça lui permet de gagner en tout cas du temps. Donc sur l'OMS, elle est un peu sur la sellette, mais elle s'en est tirée pas si mal finalement. Et les Américains devront résoudre leurs contradictions. Est-ce qu'ils veulent vraiment faire pièce à la Chine ou est-ce qu'ils veulent s'en aller ? Ça, c'est une chose. Hong Kong, c'est tout à fait différent parce que sur Hong Kong, les Chinois ont profité du fait que pendant la crise du coronavirus, le monde détournait ses regards vers d'autres horizons et tournait la tête pour commencer une sérieuse répression. Il y a eu d'abord une vague d'arrestations très importante de leaders de la contestation hongkongaise. 15 d'entre eux ont été arrêtés le 14 avril et sont en train de passer en jugement. Le procès est en cours pour l'instant. Donc ça, c'est une répression qui a lieu, mais surtout, le gouvernement chinois va soumettre à son Parlement, dans les jours qui viennent, un projet de loi qu'on appelle de sécurité nationale, qui lui permettra de réprimer toutes les tentatives de contestation qui vont avoir lieu à Hong Kong. Il redoute en effet beaucoup les échéances prochaines à Hong Kong. Il va y avoir très prochainement l'anniversaire de l'écrasement de la révolte de Tiananmen. Il y a d'autres anniversaires ou célébrations qui vont être gênantes et qui seront prétexte à agitation. Et puis, il y a des élections législatives qui sont prévues à Hong Kong en septembre. Donc là, au contraire, il me semble que la Chine prend un virage assez clair vers la répression pour en finir avec l'agitation à Hong Kong. Et ce faisant, elle va tuer, effectivement, le soi-disant modèle un pays, deux systèmes qu'elle avait toujours mis en avant depuis l'accord conclu avec la Grande-Bretagne sur la rétrocession de 1997. C'est qu'elle entend passer ce message, bien entendu, à Taïwan. Taïwan, c'est la troisième banderille et c'est la plus grave, finalement, parce que Taïwan est une autre success story, beaucoup plus d'ailleurs que Pékin. Taïwan a magnifiquement réussi à contenir la crise du Covid avec un grand succès. Pour un pays de 23 millions d'habitants, 440 cas seulement et 7 morts, c'est un succès formidable. Mais surtout, Taïwan est aussi un succès économique et un succès politique, parce que c'est un pays qui s'est démocratisé au fil des années et que la réélection de sa présidente, Mme Tsai Ing-wen, au mois de janvier dernier, s'est faite avec le score spectaculaire de 57% des voix après 4 ans de mandat déjà. Et aujourd'hui, comme l'a signalé Béatrice, les sondages de popularité, au moment où elle prête serment, puisque c'était son inauguration avant-hier, montrent qu'elle est à 73% de taux de popularité. C'est formidable. Et c'est quelque chose qui est absolument intolérable pour les Chinois, qui continuent de considérer Taïwan comme une province rebelle et non pas du tout comme un pays. Madame Tsai Ing-wen, d'ailleurs, et son parti, qui s'appelle le Democratic Progressive Party, sont qualifiés généralement d'indépendantistes, mais il faut bien savoir qu'ils sont beaucoup trop fins et beaucoup trop intelligents pour ne pas comprendre que l'indépendance est une ligne rouge qu'il n'est pas question de franchir. Par contre, consolider le statu quo, qui est un statu quo d'autonomie proche de l'indépendance, dans des conditions de succès évidents et avec l'appui manifeste des Américains et du monde occidental, c'est quelque chose qui est difficilement tolérable pour Pékin et avec lequel pourtant les Chinois doivent composer. Marc-Olivier Padis.
Quand on regarde ces trois dossiers en même temps, comme nous sommes en train de le faire, l'impression que j'en retire, c'est qu'il est bien difficile de lire la stratégie chinoise. On a vraiment un problème de lisibilité de ce que veut Xi Jinping. Je dirais très rapidement, en fait, sur Taïwan, là, c'est relativement lisible. On comprend pourquoi la Chine est très agacée par la situation de Taïwan et la reconnaissance internationale qu'elle a reçue pour sa bonne gestion de la crise. Et je dirais aussi, elle est dans la continuité de la politique chinoise vis-à-vis de Taïwan. Là, il n'y a pas tellement de surprise, il y a une forte continuité et donc c'est tout à fait clair. Vis-à-vis de Hong Kong, c'est plus compliqué à comprendre parce que, comme vient de le dire François, on a bien affaire à un virage où on voit les éléments d'opportunité dans la conjoncture, le calcul politique, le choix de la répression. Mais Hong Kong, c'est aussi un atout économique indispensable pour la Chine dans son insertion dans la mondialisation, en particulier le système bancaire de Hong Kong est un des points stratégiques permettant à la Chine de commercer avec le reste du monde. Bref, la Chine a besoin de Hong Kong. Et elle en a d'autant plus besoin que la situation économique n'est pas bonne en Chine. Là, à l'occasion du congrès du parti, le parti a été obligé de reconnaître que la croissance, enfin, on n'allait même pas parler de croissance en Chine là cette année, alors qu'on était habitué à des croissances à 2 chiffres. Et comme le disent souvent les sinologues, le régime chinois est comme un vélo qui a besoin d'avancer pour ne pas tomber. La forte croissance de l'économie chinoise a permis d'étouffer les contradictions internes de la modernisation à marche forcée de la Chine et a permis de faire taire des mécontentements de la population qui ne cessent pourtant de ressurgir en permanence, en particulier sur les questions d'atteinte à l'environnement, de qualité de l'eau, de l'air, etc. Donc comment vont faire les Chinois avec une économie qui ralentit et tout en se tirant une balle dans le pied à Hong Kong, là, je ne comprends pas très bien. Et puis, là où je comprends encore moins, c'est sur l'attitude vis-à-vis du multilatéralisme. C'est-à-dire, on a l'impression d'observer une offensive chinoise dans les institutions multilatérales à mesure que les Américains, et surtout Trump, en réalité, montrent leur désintérêt pour ces institutions multilatérales. Donc, la Chine présente des candidats à tous les postes, elle arrive à marquer son influence, donc comme on l'a dit à l'OMS, et en même temps on voit bien qu'on est quand même très très loin de ce qu'on appelle le soft power, qu'on oppose au hard power qui est l'influence économique, militaire dure, et puis le soft power qui est plus l'influence culturelle, diplomatique, mais qui suppose un peu de savoir-faire. Or, disons la raideur, le durcissement de Xi Jinping, l'agressivité, comme l'a dit François, on a entendu les Chinois assez stridents sur un certain nombre de sujets, même par exemple l'agressivité des ambassadeurs chinois dans un certain nombre de capitales occidentales, y compris à Paris, ce sont des choses assez étonnantes alors que on croyait observer plutôt une stratégie de soft power via les institutions multilatérales. C'est pas du tout ça finalement qui semble se révéler. Et donc on en revient finalement à la logique politique imposée par Xi Jinping qui a réidéologisé le pouvoir chinois, qui redéveloppe les cultes de la personnalité, l'autoritarisme, le recours à la force. Donc on ne voit pas bien sur quoi ça pourrait déboucher de positif pour ce pays. Mathias Fekl. La Chine défend ses intérêts dans une stratégie de très forte expansion économique. Et ce qui me semble nouveau dans la période et que la crise actuelle révèle, c'est qu'en réalité se conjuguent des éléments de déstabilisation interne et des éléments de déstabilisation externe. La stabilité et la pérennité du pouvoir politique en Chine dépend aujourd'hui de la capacité de ce même pouvoir à assurer le bien-être économique de la population, avec effectivement, au cours des dernières années, des dizaines de millions de Chinois qui, chaque année,
sortent de la misère et donc au détour de la croissance, une amélioration de la situation matérielle et concrète de la population. Et elle dépend aussi de la capacité du pouvoir politique à assurer la sécurité sanitaire de sa population. Aujourd'hui, cela est remis en cause et il peut tout à fait y avoir des ferments internes de contestation dès lors que le pouvoir ne répondrait plus à cette exigence première d'amélioration de la situation concrète de sa population. Et à cela s'ajoute, et ça c'est nouveau, des éléments de déstabilisation externe, puisque les États-Unis, tout au long des dernières années, et l'Union européenne, plutôt depuis les derniers mois, ont changé de stratégie, en réalité, d'attitude à l'égard de la Chine. Depuis que la Chine avait fait son entrée à l'Organisation mondiale du commerce au début des années 2000, l'attitude qui prévalait globalement était, me semble-t-il, l'idée qu'en intégrant toujours plus la Chine dans les échanges économiques et commerciaux mondiaux, finalement, cela favoriserait son développement, ça a été le cas incontestablement, et cela favoriserait aussi l'épanouissement de la démocratie dans ce grand pays. Le deuxième point semble pour le moins atteint, pour parler de manière excessivement diplomatique. Donc aujourd'hui, le fait qu'il puisse y avoir cette contestation interne doublée d'une agressivité externe plus forte et du fait qu'en particulier l'Union européenne peut-être commence à davantage elle aussi défendre ses intérêts face à la Chine est quelque chose, je pense, qui doit interpeller très fortement les décideurs en Chine. Pour l'Europe, ça a commencé en réalité avec la question de l'acier en 2015-2016 et avec la question de l'interprétation du statut ou non de la Chine comme économie de marché pure et simple à l'OMC, avec tout ce que cela emporte en termes de possibilités de mettre en œuvre des mesures d'anti-dumping et de concurrence déloyale. Et il me semble que la situation à Hong Kong, comme la situation à Taïwan, doivent aussi s'analyser dans ce contexte-là. C'est-à-dire que le pouvoir en Chine aujourd'hui se dit qu'il est inconcevable pour lui de tolérer en son sein ou à ses portes des modèles alternatifs, que ce soit le cas de Taïwan, qui a effectivement incroyablement géré la situation et qui était préparé pour avoir connu déjà des problèmes de santé publique majeurs et pour être déjà totalement, jusque dans l'état d'esprit de la population, prêt à faire face à cette pandémie, ou que ce soit à Hong Kong, avec tous les effets de contagion qui peuvent partir de Hong Kong, d'où la réaction et la brutalité de la réaction, l'intransigeance complète du pouvoir chinois à l'égard des contestations et des revendications de liberté à Hong Kong, qui commencent d'ailleurs à devenir maintenant aussi des sujets de politique intérieure dans certains pays de l'Union européenne. Il faut suivre très attentivement ce qui se dit là-dessus, en particulier au Royaume-Uni, où des voix puissantes s'élèvent, notamment à la Chambre des communes, pour une réaction diplomatique britannique forte là-dessus. C'est le cas de Tom Tugendhat, le président de la Commission des Affaires étrangères. C'est le cas aussi par ailleurs de Chris Patten, qui ont pris des positions très fortes là-dessus, notamment en proposant que la citoyenneté britannique soit octroyée à tous les citoyens et habitants de Hong Kong pour lesquels cela serait possible. Donc voilà, encore une fois, je pense qu'il faut avoir cette approche globale de la situation pour analyser peut-être les motivations aujourd'hui de la Chine. Il faut rappeler d'abord que Chris Patten est le dernier représentant de la Grande-Bretagne à Hong Kong dans son système et que c'est lui qui a assuré la transition. Nous sommes maintenant arrivés à notre dernière séquence, la séquence des brèves. Béatrice Gibelin. Eh bien, moi, je vais rester dans la traduction de l'ouvrage. J'ai relu un livre de Luis Sepulveda, qui est mort récemment, qui était Le vieux qui lisait des romans d'amour, et qui a été publié en 1992 sur une très belle traduction d'ailleurs de François Maspero.
Et c'est un petit livre, c'est un conte plein d'humour et de tendresse et qui nous incite au fond à repenser notre rapport à la nature et compte tenu de ce qui se passe au Brésil aujourd'hui, en particulier dans l'Amazonie avec une déforestation qui s'accélère, j'invite beaucoup de nos auditeurs à relire ce petit ouvrage. C'est en plus, il apprend que la lecture peut être un antidote contre le venin de la vieillesse et que c'est toujours une consolation face à la solitude. Voilà, ça sera ma brève d'aujourd'hui. Marc-Olivier Penny. Oui, en cette période où nous ne pouvons pas aller assister à des spectacles, je voudrais vous recommander de vous rendre sur le site internet de l'Opéra Comique où on peut voir des très bonnes captations de spectacles, comme sur d'autres sites d'ailleurs d'institutions théâtrales françaises. Mais aussi, je voudrais recommander particulièrement sur ce site 2 articles historiques en fait sur le choléra de 1825 et de 1832 et la grippe de 1918 et la manière dont les salles de spectacle à Paris ont continué à fonctionner dans ces 2 épidémies-là, avec les explications. Il y avait 2 grands arguments pour maintenir les salles de théâtre ouvertes. La première, c'est que 1/10 des recettes des spectacles étaient consacrés aux droits des indigents et donc allaient alimenter finalement les hôpitaux, l'assistance publique de Paris et des bureaux de bienfaisance. Et donc c'était compliqué de fermer les spectacles. Et d'autre part, on argumentait aussi par le soutien du moral de la population. Mathias Fekl. Je conseille un livre paru il y a bientôt 60 ans, Le jardin des Finzi Contini de Giorgio Bassani, qui a donné lieu au livre non moins magnifique de Vittorio De Sica en 1970, film dont une version réactualisée devait sortir en salle en avril 2020 et qui j'espère sortira dès que ce sera possible. C'est une histoire bouleversante de la jeunesse dans la bourgeoisie juive de la ville de Ferrare, sur fond de montée du fascisme, de montée des lois anti-juives. Et malgré ce contexte tragique, eh bien, cette jeunesse sonde ses âmes et ses cœurs à des conversations littéraires élevées et fines. Tout cela, malheureusement, finira tragiquement et le narrateur se remémore cette période dans les années 50. C'est un livre bouleversant. L'ambiance est quelque part entre les Thibaux et le Grand Maulne, même si les 2 peuvent paraître incompatibles. Je trouve qu'une fusion, d'une certaine façon, de ces 2 approches est ici réalisée. Et c'est un livre extrêmement émouvant, poétique et beau, et qui, j'espère, donnera envie d'aller voir le film aussi dès qu'il ressortira en salle. François Bujon de l'Étang. D'abord, je suis ravi de ce que vient de dire Mathias parce que je suis un grand admirateur de Giorgio Bassani et ça fait des années pour ma part que je dis que ce livre est absolument génial, qu'il est profondément touchant en effet et qu'il est encore supérieur au film de Rossellini qui est pourtant un beau film. Mais Vittorio De Sica. Comment ? Vittorio De Sica. Vittorio De Sica, pardon, c'est Vittorio De Sica, vous avez parfaitement raison. Le livre est magnifique. Moi, je voulais vous dire un mot de jazz, parce que ça fait très longtemps que je ne vous ai pas parlé de jazz et que dans ces époques un peu tristes où nous avons tous des soucis, il faut trouver des choses qui vous réconfortent. Alors, je voudrais vous recommander un pianiste new-yorkais qui est vraiment une figure de la vie new-yorkaise depuis déjà une bonne vingtaine d'années, bien qu'il ne soit pas très âgé lui-même, il a une petite cinquantaine, qui s'appelle Bill Charlap, C-H-A-R-L-A-P. Et il est très peu connu en France, où on ne l'a, je crois, jamais entendu. C'est un pianiste assez traditionnel, c'est un pianiste moderne, bien entendu, disciple de Bill Evans, mais qui joue beaucoup les standards et qui ne cherche pas à innover de façon spectaculaire. C'est un pianiste qui cultive, je dirais, le bon répertoire jazzistique. Il joue beaucoup en trio. Il joue depuis 20 ans d'ailleurs, avec les 2 mêmes complices, qui sont des homonymes, ce qui est assez rare
L'un s'appelle Peter Washington, il joue de la basse. L'autre s'appelle Kenny Washington, c'est le batteur. Ils ne sont pas frères ni cousins. Et Charlap a fait un grand nombre d'excellents disques qui sont, je dois dire, très réconfortants à écouter par les temps qui courent. Je vous en recommande un qui est récent, qui date d'il y a 2 ans à peu près, qui s'appelle Notes from New York. Et au moment où New York, comme Paris, est très durement touché par la pandémie, voilà une façon d'être, je crois, en symbiose complète avec nos amis new-yorkais et avec un excellent pianiste, Bill Charlap. Merci François. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent vous retrouver dans un BADA consacré précisément aux États-Unis, comme ils peuvent retrouver le dernier de nos enregistrements en date, celui sur la situation en Grèce avec Georges Prévelakis. Je vous rappelle aussi que nous vivons de vos contributions et de vos encouragements et soyez remerciés des unes et des autres. Je remercie également Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, notre ingénieur du son Charles de Silla, Benoît Carré qui est entre autres le facteur du compendium de notre émission, Nicolas Tourdeau qui veille à notre site, Olivier Magloire qui veille aux différents moyens par lesquels vous nous soutenez matériellement et notre producteur Julien Neuville ainsi que Nouvelles Écoutes. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche prochain, pour un Nouvel Esprit Public.